suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous. Les titres. Crise humanitaire dans l'Est de la RDC. L'Union européenne réitère son engagement à fournir son aide aux populations sinistrées. Le commissaire de l'Union européenne chargé de la gestion des crises l'a rassuré au président Félix Tshisekedi au cours d'une séance de travail. Et puis, début ce mardi du Forum des institutions des cadres nationaux de certification à Kinshasa. C'est le ministre de la Formation professionnelle et métiers qui a donné le go de ces travaux. À en croire Marc Ekila, ces assises vont promouvoir notamment la mobilité académique et professionnelle dans la sous-région. Ce 18 juin est consacré mondialement à la gastronomie durable. À quoi renvoie ce concept? Quelle est son importance? On en parle avec notre invité John Ngwete, gastronome et entrepreneur de son état. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations dans l'Est de la RDC. Affirmation du commissaire de l'UE chargé de la gestion des crises au sortir d'un entretien avec le président Félix Tshisekedi. Les délégués de l'Union européenne ont tenu à rencontrer le chef de l'État pour s'enquérir de la situation humanitaire. Ils visiteront dès ce mardi plusieurs camps de déplacés dans l'Est du pays. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union européenne au-delà de ses frontières. En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen en charge de la protection civile et de la gestion de la crise vient s'enquérir de la situation de crise humanitaire qui prévaut à l'est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Janez Lenartich, l'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'est de la RDC qui en ont besoin. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma et parmi les plus cités figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et la ministre d'État aux Affaires étrangères ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État étaient également associés à cette audience. Au ministère de la Formation professionnelle et métiers, le ministre Marc Ekila a lancé les travaux du Forum des institutions des cadres nationaux de certification ce mardi. Durant 3 jours d'ateliers, les experts nationaux et régionaux vont mener des réflexions afin de promouvoir notamment la mobilité académique et professionnelle dans la sous-région. Je déclare ouvert le Forum
africain des autorités de régulation des cadres nationaux de certification. Le ministre congolais de la formation professionnelle et métiers, Maître Marc Kilali Kombo, a procédé à l'ouverture du forum des institutions de cadres nationaux et régionaux de certification. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 18 juin au salon Virunga de l'hôtel Memling de Kinshasa, en présence de son homologue du travail et emploi Ephraim Akwakwa, de la vice-ministre kenyane de la formation professionnelle, de la chef de service de la délégation de la gouvernance économique de l'Union européenne et de Madame Eduarda Castella Blanco, coordinatrice du cadre africain de certification. Pendant 3 jours, soit jusqu'au jeudi 20 juin prochain, les experts nationaux et régionaux du continent africain vont produire des résolutions en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle de qualifications à travers les pays africains, promouvoir la mobilité académique et professionnelle, améliorer la qualité de l'éducation professionnelle et soutenir le développement de compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Au vu de ces attentes, Maître Marc Ekila a salué cette initiative et a par ailleurs invité les participants à fournir un travail de qualité. Je voudrais vous dire à chacun de vous que la République démocratique du Congo est heureuse de recevoir ce premier forum sur son sol. Étant donné que notre pays, je le considère encore comme un vaste champ d'employabilité, où le chômage de la jeunesse en particulier, cette jeunesse-là qui représente plus de 70% de la population, a difficulté d'obtenir des emplois. La formation professionnelle a toujours existé en République démocratique du Congo, mais seulement c'est l'écoulement de cette main-d'œuvre-là par faute de certification qui pose problème. Étant entendu que nous bénéficions de l'accompagnement exceptionnel de Mme Eduarda à travers son organisation, aussi de l'accompagnement exceptionnel de l'Union européenne, et je salue cette heureuse initiative. Plusieurs pays africains et de représentants des organisations régionales comme la CEAC, UEMOA ou la SADC ont pris part en présentiel à ce forum. De nombreux autres le suivent en ligne dans le cadre de la formation, du dialogue et du partage entre pairs. On en vient à cette journée culturelle à l'école primaire Bilengue. Nous sommes là dans la sous-division de Maluku 4, une cérémonie qui marque la fin des activités scolaires dans cet établissement. L'épilogue donc d'une année scolaire menée de bout en bout avec réussite, à en croire les élèves, enseignants et parents d'élèves présents à ces assises. Nous sommes à l'école primaire Bilengue au quartier Bita, dans la sous-division de Maluku 4, où l'ambiance est particulière, pas comme tous les autres jours. Il s'agit ici d'une journée culturelle au sein même de cet établissement scolaire. Quelques invités de marque étaient là, tels que le représentant du sous-prophète, les autorités tant militaires, aussi policières. Le président du comité de parents avait pris part à cette cérémonie importante organisée avant de boucler l'année scolaire édition 2023-2024. Musique, danse, poèmes, scénettes étaient au rendez-vous pour rendre attrayante cette journée. Vous avez vu au départ comment les parents sont venus. Cette école ici que vous voyez égorge plus de 500 élèves. Il y a des élèves qui ont quitté le lieu de Mobondo, zone rouge, sont venus ici s'installer. Dommage. Que ferais-je? L'état des bâtiments m'empêche de les recevoir. L'état des bancs, allez-y comprendre. Une satisfaction totale qui découle des efforts de tous les enseignants et de parents. Chaque le 16, notre directeur et nous les enseignants, nous organisons cette journée dite culturelle. Avec les enfants que nous avons aussi dans cette école, nous sommes vraiment très joyeux. Jusqu'à juillet. Ce genre d'activité organisée par cet établissement scolaire démontre le niveau d'apprentissage que reçoivent ces apprenants à cette école dont les conditions ne sont pas réunies. Ces responsables demandent aux autorités du pays
de leur disposer des moyens qu'il faut au profit de cette jeunesse dont nombreux sont restés orphelins suite à la milice Moboni. On s'intéresse à présent aux nouvelles du service national. Au total, 200 jeunes, parmi eux, 60% de volontaires, ont été transférés à Kanyama-Kasese dans le Haut-Katanga. Sur place, ils seront formés dans divers métiers en vue de devenir utiles à la société. Ils viennent de Kasumbalesa et ils ont fait escale à Lubumbashi, le temps de faire jonction avec ceux du chef-lieu de la province du Haut-Katanga et de se voir dotés de la tenue bleue et jaune, symbole du service national. 200 jeunes sont en route vers Kanyama-Kasese, parmi eux 60% des volontaires. Moi je suis volontaire. Je viens de Kasumbalesa et j'ai payé mon transport tout seul pour arriver ici. Je veux aussi aller travailler à Kanyama-Kasese. Je viens de Kasumbalesa. J'ai commencé à suivre le processus depuis 2 semaines. Je me suis rendu à la mairie pour m'inscrire et ils m'ont demandé de revenir tout seul quand ça sera le moment de partir pour Kanyama-Kasese. J'ai trop souffert. Je veux que ma vie change. Des volontaires qui viennent tordre le cou aux rumeurs, laissant croire que leurs prédécesseurs, récemment transférés vers ce centre de formation, ont été victimes de l'arbitraire et seraient sous le coup de la torture. Le commandant du service national rassure que tout est fait selon les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire celles relatives au respect des droits de l'homme. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa. Des militaires et policiers seront renforcés dans les points chauds de la capitale congolaise. C'est la nouvelle disposition prise par la police nationale congolaise. L'annonce a été faite par le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba. De militaires et policiers seront désormais visibles en grand nombre dans le point chaud de la capitale. La mesure a été annoncée lundi par le commissionnaire divisionnaire adjoint de la police de ville de Kinshasa au commandant des unités de sa juridiction lors d'une causerie morale. En à croire le général Blaise Kilimbalimba, celle-ci vise à renforcer la sécurité à Kinshasa après la tentative du coup d'État manqué. Nous l'avons dit à toutes les unités qui viendront en appui à cette action de sécurité publique qui est une affaire de tous. Tous ces gens doivent respecter le code de bonne conduite, doivent respecter la valeur de la personne humaine et c'est pour cette personne que nous parlons de la sécurité. À noter que cette nouvelle mesure, prise par le patron de la police de la ville de Kinshasa, vient en appui aux équipes de patrouille mixtes déjà opérationnelles sur terrain. Dans un autre registre, tête-à-tête ce mardi entre le ministre des Ressources hydrauliques, de l'électricité et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine. Une visite de courtoisie donc qui vise à renforcer la coopération sino-congolaise dans le domaine de l'hydroélectricité. 3 points ont été abordés lors de ces tête-à-tête entre le nouveau patron de ressources hydrauliques et de l'électricité et les diplomates chinois accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres de perspectives liées aux différents projets de barrages hydroélectriques après l'achèvement de travaux du projet de Kintsuka, les développements de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que la formation. En fait, il s'agit d'une visite de courtoisie pour faire connaître le nouveau ministre et de lui exprimer toutes mes félicitations. Merci de faire connaissance de l'équipe que le ministre dirigeait pour explorer des pistes de coopération entre la Chine et le Congo en matière d'hydroélectrique et d'électricité dans le futur. Et nous avons eu un entretien très fructueux qui s'est déroulé autour surtout des 3 sujets. Donc, premièrement, l'éventuel nouveau projet dans le futur de barrage électrique après la fin des travaux du projet de Kintsuka.
deuxièmement, le développement de la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable et enfin la formation. Fraîchement aux commandes, les ministres Teddy Luamba s'est dit plus que déterminé à redorer l'image de ses ministères, à mettre toute son énergie et ses compétences au service de la population congolaise pour relever les défis. En diplomatie, Laetitia Elongo-Vangou prend les commandes de l'Association des épouses des ambassadeurs africains accréditée près la Fédération de Russie. L'épouse de l'ambassadeur de la RDC présidera cette structure pour les 5 prochaines années. C'est une tradition qui date de longtemps. Cette association, qui réunit 54 ambassades africaines, a pour vocation de permettre à ses membres, ambassadrices de charme, non seulement d'accompagner leurs conjoints dans leur mission, mais aussi de faire rayonner la culture, le savoir-être et le savoir-faire de la femme africaine à travers des actions caritatives et des causes humanitaires. Cadre à la chaîne nationale de la République démocratique du Congo et journaliste présentatrice, Laetitia Elongo-Vangou a étalé son plan d'action qui se focalisera sur l'encadrement des enfants métis issus des mariages mixtes et l'accompagnement des étudiants, pour ne citer que ses objectifs. L'association des épouses des ambassadeurs africains près la Fédération de Russie était jusqu'alors présidée par l'épouse de l'ambassadeur de Tunisie, dont l'époux a été rappelé pour de nouvelles fonctions. La nouvelle présidente sera épaulée par une équipe composée de 5 membres, dont l'Algérienne comme vice-présidente. La cérémonie s'est clôturée par une remise de cadeaux à l'équipe sortante. Je voulais annoncer au sommaire, ce 18 juin est dédié à la gastronomie durable, une journée qui met notamment à l'honneur les produits locaux et valorise les traditions culinaires. On en parle avec notre invité John Ngwete, il est gastronome et entrepreneur. Merci d'être avec nous. Merci à vous, monsieur Jordi. Tout d'abord, de façon basique, que doit-on comprendre par la gastronomie durable? La gastronomie durable, pour comprendre très bien évidemment la gastronomie durable, il faudrait comprendre la gastronomie. Déjà, c'est l'art de faire de la bonne cuisine. Tout ce qui constitue l'amour, la perfection en cuisine, c'est ce qu'on appelle la gastronomie. Et quand on parle de la gastronomie durable, on parle de la conservation on parle de la conservation, bien évidemment, de cette culture qu'on garde des générations en génération. Aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue un régime alimentaire durable selon vous et quel est son apport dans l'organisme? Un régime alimentaire durable est bien évidemment constitué de meilleurs plats. Vous savez, en cuisine, pour avoir une assiette assez bien dressée, nous commençons par la préparation, nous allons à la cuisson et nous avons la présentation, ce que nous, les chefs, appelons le dressage. Mais pour arriver dessus, il faudrait avoir le bon choix sur l'alimentation. Donc, quand je parle de l'alimentation, on privilège bien évidemment les éléments avec moins de matière grasse, une très bonne épicerie et des très bons fibres, et bien évidemment aussi éviter autant que faire se peut tout ce qui est d'entrée chimique en cuisine. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de bien manger à partir de chez soi? Est-ce qu'il faut forcément aller dans un restaurant pour dire qu'on a mangé gastronomique? Pas forcément aller dans un restaurant pour dire qu'on a mangé gastronomique, raison pour laquelle nous sommes aussi formateurs, parce que l'idée avec nous, c'est que on communique l'information, on communique la culture et les savoirs. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous savez très bien évidemment comment contacter John Ngwete ou bien tout chef qui est autour de vous. Comme ça, on sait vous communiquer cette information, vous communiquez au fait cette culture. Comme ça, vous pouvez les faire chez vous à la maison ou que ce soit. Je pose ma question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais, comme vous le connaissez, est-ce qu'il a les moyens de s'offrir des plats gastronomiques du lundi à dimanche? Oui, les Congolais, il y a le moyen parce que, au fait, moi je pense que c'est une question juste d'ignorance. Ce qu'on a comme fibres, épices, légumes, viande ou bien même poisson, on a suffisamment pour avoir une très bonne alimentation. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que on ne sait juste pas comment s'y prendre. Parce que tout ce qui est gastronomique, tout ce qui est une assiette revisitée, nous pouvons très bien le faire avec les fibres de chez nous, les légumes de chez nous et bien évidemment aussi avec le poisson qu'on trouve chez nous. Donc le Congolais a cette capacité-là, mais il lui manque par exemple, ou peut-être juste l'information de comment procéder. Et quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui utilisent par exemple des conserves à la place des vivres frais par exemple? Si vous pouvez en tout cas réduire cette consommation, c'est toujours idéal parce que vous savez, tout ce qui est chimique, conserve, vivre frais, c'est généralement à la base des maladies cardiovasculaires et ça n'aide vraiment pas une très bonne
une très bonne tenue dans sa santé. Avec le temps, vous remarquerez qu'il y aura plus de maladies cardiaques et ce n'est pas très intéressant. Privilégier, comme j'ai dit tantôt, le légume de chez nous, le fruit de saison, mais aussi les légumes de saison, on le trouve au marché à un prix assez abordable. Un dernier mot peut-être, on vous a présenté au début, vous êtes gastronome et entrepreneur. Un dernier mot peut-être à vos clients, on va dire ça comme ça, vos clients, tous ceux qui vous suivent et tous ceux qui aimeraient consommer gastronomique. S'il vous plaît, vous dites. Je dis un dernier mot à vos clients, à tous ceux qui aimeraient manger gastronomique. J'aimerais bien insister pour ceux qui ont déjà participé avec moi dans ce qui est de formation culinaire, ceux qui sont passés chez moi au restaurant. Je mets vraiment je parle vraiment le fait de toujours bien manger et bien se porter. Ça va sur le choix des légumes, le choix de viande, le choix et la conservation de tout ce qui va avec. Mais aussi, un conseil que je donne aux gens, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans la vie, mais peu importe ce que vous traversez, il faut penser à manger. Merci pour ce conseil, John Ngwete. Je rappelle que vous êtes gastronome et entrepreneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Place à présent à votre rubrique, la question aux écoliers. Comment appelle-t-on le petit d'un éléphant? Écoutez à présent les réponses des élèves. L'enfant d'éléphant, on les appelle l'éléphant. L'éléphanto. L'enfant de l'éléphanto, on l'appelle l'éléphanto. Et l'enfant de l'éléphant, il s'appelle l'éléphanto. Le petit d'un éléphant est un éléphanto. Dès sa naissance, l'éléphant d'Asie pèse déjà 100 kg. Il est cependant bien plus léger que celui d'Afrique. À l'âge adulte, ils peuvent avoir jusqu'à 3 tonnes d'écart. La femelle est gestante entre 20 et 22 mois. Une période qui varie notamment en fonction de l'espèce. L'âge maximum d'un éléphant est de 70 ans. Quel est donc le pays qui abrite la plus grande population d'éléphants du monde? La réponse est le Botswana. Fin de la première partie de ce journal. Restez avec nous pour la revue de presse dans un instant. La presse qui nous sera présentée par Christine Chibuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Jordi. Débutons avec ce premier titre, lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. La COFEP, j'espère que c'est ça, préconise l'intégration de l'éducation numérique au programme scolaire. Exactement, aujourd'hui, l'association des femmes congolaises de la presse écrite a organisé le week-end dernier un atelier de formation sur les mécanismes de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok et son impact sur les jeunes utilisateurs. Actualité.cd renseigne que lors de cet atelier, Patricia Nzinga, coordonnatrice de l'ONG Moissia Lobby, a énuméré les dangers auxquels les jeunes internautes sont exposés sur les réseaux sociaux. Elle a souligné que la recherche de popularité sur les plateformes peut conduire à la diffusion des fausses informations avec les conséquences néfastes. Et pour aider les jeunes aujourd'hui, ACP.cd à son tour rapporte que Grace Nkiki, présidente de cette structure, a proposé le renforcement des capacités des jeunes dans l'utilisation du numérique et recommandé l'intégration de l'éducation numérique dans le programme d'enseignement. Et pour finir, aujourd'hui, la prospérité.net renchérit pour sa part, à en croire, la présidente de la COFEP souligne que l'intégration de l'éducation numérique dans le cursus scolaire présente plusieurs avantages. Premièrement, elle permet de développer les compétences critiques des élèves, les aidant à analyser et évaluer les informations qu'ils rencontrent en ligne. Et deuxièmement, elle favorise une utilisation plus sûre et plus responsable des technologies numériques. Enfin, elle prépare les jeunes à naviguer dans un monde de plus en plus numérique, leur offrant ainsi un avantage compétitif sur le marché du travail aujourd'hui. Direction Lubumbashi et Kasumbalesa, où 200 jeunes, dont 60% de volontaires, vont être formés à Kanyama KCC. Effectivement, aujourd'hui, il s'agit d'une nouvelle vague de 200 jeunes de Lubumbashi et de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga qui a rejoint Kanyama KCC. Pour cette nouvelle, Radio Okapi.net renseigne
renseigne que selon les responsables de cette structure de l'État, 60% de ces jeunes, soit 120 personnes, sont des volontaires et non des délinquants arrêtés par la police nationale. Ces derniers sont persuadés que la maîtrise des métiers leur rendra utile dans la société. Ces jeunes volontaires viennent de mettre fin aux rumeurs qui laissaient entendre que leurs prédécesseurs avaient été victimes de torture dans ces centres de formation de Kanyamaka CC. Mediacongo.net souligne que le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabrik, rassure que tout est fait selon les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est-à-dire celle du respect des droits de l'homme. Merci pour ce complément d'information, Christine. Je vous en prie, Jordi. Ainsi s'achève donc cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.